Bonjour, bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Kelly, bookstagrammeuse, booktubeuse et blogueuse. Bonjour Kelly. Salut, c'est la Marie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Alors déjà, je voulais juste m'excuser parce que tu m'avais invitée, mais c'était dans mes spams. Ah Du coup, oui, j'ai pris 1000 ans à te répondre, mais en fait, j'avais pas vu. Donc voilà, pensez toujours à regarder vos spams, ça peut être utile. Donc, pas de souci. je suis donc Kelly, je suis guadeloupéenne. Ça fait à peu près 7 ans que je vis à Paris maintenant. Donc, j'étais en Guadeloupe pendant assez longtemps puisque j'ai fait ma licence de droit là-bas. Et en fait, je suis arrivée à Paris après pour terminer mes études. Donc, j'ai fait un master 1, un master 2 en droit. Et ensuite, j'ai passé le barreau à Paris. Et voilà, donc du coup, je suis avocate et en ce moment, je travaille en tant que juriste en droit des marques. Et donc, j'ai étudié la propriété intellectuelle, donc c'est un peu en lien avec la littérature, puisqu'on peut être amené aussi à défendre des auteurs, des maisons d'édition ou des auteurs. Et voilà, donc je garde quand même un petit lien avec la lecture, même si je ne travaille pas dans le milieu littéraire. Ok. Ah, bah, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu t'es amené à défendre des personnes du coup, qui travaillent dans le milieu littéraire Alors, dans mon poste actuel, non, c'est plutôt des créateurs d'entreprises qui ont des marques, voilà, qui veulent défendre leurs marques. Mais à terme, c'est vrai que j'aimerais bien avoir mon propre cabinet et défendre des artistes et des auteurs aussi. Ça me tiendrait vraiment à cœur de faire ça. Donc, c'est un peu un projet dans un futur proche de pouvoir monter mon cabinet et de pouvoir défendre ces personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui font l'objet d'actions en contrefaçon, qui ont beaucoup de mal aussi, donc ou du vol aussi de leurs œuvres et tout. Donc c'est pas évident pour eux. Donc j'aimerais être à leur côté pour les défendre. D'accord. Ah, bah, c'est une belle perspective. Pour en venir à la création de contenu, comment tu as eu connaissance de la communauté littéraire? Alors, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. En fait, j'avais commencé un premier Bookstagram, mais je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. J'avais commencé en 2016, donc c'était il y a un moment. J'avais un compte qui s'appelait Caribbean Book. Et en fait, je postais uniquement de la littérature antillaise dessus. Et puis après, j'ai un peu abandonné parce que c'était un peu au moment où je passais le barreau et j'avais plus du tout le temps de poster quoi que ce soit. Je n'avais plus de vie du tout. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté et j'ai repris en 2020, 2019, 2020, je ne sais plus exactement. Et là, sur mon compte Instagram, du coup, c'est là que j'ai vraiment découvert qu'il y avait une communauté qui s'appelait Bookstagram et que j'ai commencé à suivre plein de comptes littéraires aussi et à partager tout type de lecture. D'accord. Donc, t'as commencé ouais, par Instagram et ensuite t'as ouvert ton site Oui, internet. voilà. En fait, sur Instagram, comme il y a certains livres où j'avais envie de développer un peu plus et j'avais pas la place sous les posts Instagram, du coup, je me suis dit que j'allais créer un blog littéraire. Et ensuite, YouTube, c'est à force de consommer du contenu sur YouTube, je regardais beaucoup les vidéos, notamment de Laurie, qui a la chaîne Laurie Arts and Books, Déborah aussi, Daily Debbie, et d'autres booktubeuses. Et en fait, je me suis dit que j'avais aussi envie de parler de livres. Et sur YouTube, je me consacre uniquement à la littérature afro-caribéenne. Oui, j'ai vu ta dernière vidéo d'ailleurs où tu avais interviewé la fille de Maryse Condé. Ouais, Ouais. j'essaie de pas trop avoir l'air d'être une groupie de sa maman, mais bon.
Ouais, c'est hyper intéressant. Bah déjà que tu t'es lancé avec cette ligne éditoriale-là, qui est quand même. Bon, déjà, les livres, enfin, parler de livres sur les réseaux, c'est pas forcément commun, même si en étant dans la sphère, on a l'impression que ça se fait de partout, mais en fait, pas forcément. Et en plus, d'être axé euh, uniquement sur la littérature afro-caribéenne, enfin, c'est quand même un beau pari. Et qu'est-ce Bah, qui t'a donné? c'est pas le plus populaire, c'est Oui, vrai que sur BookTube, c'est plutôt la littérature, beaucoup de littérature young adulte ou certains livres qui sont très populaires. Et c'est vrai que la littérature afro-caribéenne, on va pas se mentir, c'est pas le ça plus déchire pas populaire. les foules. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour essayer de la faire connaître. Et même si voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes euh, qui connaissent, bah justement, ça va leur permettre de découvrir. Mm. Et est-ce que tu peux un peu spécifier du coup ce que tu fais sur chaque plateforme Instagram, blog et YouTube? Oui. Bah, alors en fait, sur Instagram, c'est dès que je lis un livre, en fait, je poste en général. Sauf vraiment si j'ai pas du tout aimé un livre, en général, j'évite parce que j'ai pas trop envie de casser un peu le moral. Enfin, surtout quand ce sont des petits auteurs, on va dire, je préfère ne rien poster plutôt que de leur poster quelque chose et de les casser parce que bon, c'est quand même quelque chose déjà d'écrire un livre. Et donc, je parle un peu de tout. J'essaie de temps en temps de faire des petites interactions, des petits quiz, des petits questionnaires. Sur le blog et sur YouTube, je fais plutôt des chroniques sur les livres que j'ai lus. Donc, j'essaie de faire un peu par thème, par thématique, les livres, par exemple, sur l'histoire caribéenne, sur des classiques. Et j'essaie de diversifier maintenant en faisant des interviews d'acteurs, justement, littéraires afro-caribéens. D'accord. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu as réussi à diversifier ouais, le cours que tu proposes sur chaque plateforme. Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi au départ? Parce en 2016, je suppose que tu avais juste envie de, de partager tes lectures. Et qu'est-ce qui t'a, comment dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te diversifier sur d'autres plateformes avec plusieurs concepts? Bah, c'est venu assez progressivement. Oui, en 2016, je savais même pas que le mot Bookstagram existait. Je sais pas si ça existait en 2016 en fait. Peut-être que oui, mais je connaissais pas trop. C'est à force de consommer du contenu en fait, du contenu littéraire, et je me suis rendu compte que j'aimais bien quand même plus détailler, écrire davantage sur les livres. Donc du coup là, il me fallait l'outil du blog. Et j'aimais bien en parler aussi de vive voix. Et donc bon, là, je me lance un peu sur YouTube. Donc peut-être que je suis pas encore totalement, totalement naturelle et moi-même encore, mais progressivement, je pense qu'à force de faire des vidéos, je vais pouvoir en parler de manière beaucoup plus naturelle et pour dire un peu plus de choses que ce que je mettrais à l'écrit. Ou l'écrit, ça reste assez formel. Mm. Ouais, puis tu peux pas tout transposer Voilà, c'est ça. littéralement, ouais. Et ouais, est-ce que tu as fait ouais, déjà quel regard tu portes sur la communauté littéraire de manière générale depuis 2016? Et pour amener la question à toi, quel regard tu as toi sur le contenu que tu as apporté, sur ta présence de manière générale? Alors sur la communauté des bookstagrammeurs, booktubeurs, moi je pense que je vais un peu dans le monde des bisounours parce que, ou alors c'est parce que j'ai peut-être su bien m'entourer ou suivre les bons comptes et ne pas, ou j'ai peut-être juste eu de la chance. Mais moi je trouve que c'est vraiment une très bonne communauté. J'ai fait des rencontres très intéressantes. Les comptes avec lesquels je discute sont vraiment top.
Donc, du coup, j'avoue que pour moi, c'est vrai que je vois parfois passer qu'il peut y avoir des soucis au sein de la communauté Bookstagram. Je vois parfois certains dramas passer, mais au niveau des personnes que je suis et qui me suivent, c'est vraiment pas du tout ce que je ressens. C'est vraiment, on va dire que c'est plutôt des personnes qui vont me faire dépenser beaucoup d'argent dans les livres. Voilà, parce que voilà, j'aime bien leurs recommandations et puis je suis aussi des comptes qui ne lisent pas le même type de livre que moi, mais j'aime bien quand même avoir leur avis, leur analyse et je me dis pourquoi pas essayer telle lecture un jour. Mais je pense que c'est vraiment une question de savoir s'entourer. Oui, Parce oui, c'est ça. Ouais. qu'au début, c'est vrai que ça a pu m'arriver d'avoir quelques commentaires un peu bizarres, mais en fait, j'y prête très peu attention et je bloque direct. Donc, par exemple, j'avais posté le livre La pensée blanche de Lilian Thuram. Et là, il y a des personnes, je ne sais pas d'où ils sortaient, qui sont arrivées dans mes commentaires et qui ont commencé à me dire, à me traiter de raciste, évidemment raciste anti-blanc, Oh, bah, parce ok. que j'avais posté le livre La pensée blanche. Et je pense que ces personnes n'avaient pas lu le livre. Et bon, bref, du coup, j'ai pas cherché, en fait, j'ai juste bloqué. J'ai pas trop de temps à perdre dans des débats inutiles. Donc, Ouais, voilà, j'ai pas de soucis avec ça. ça marche. Et concernant du coup, toi, ton contenu, donc ça fait quand même 7 ans, si je me trompe pas. Quel regard tu portes à ce que toi, tu as fait individuellement et ce que tu as pu apporter aux gens? Alors, là où je suis contente, c'est quand des gens me disent qu'ils ont lu, par exemple, tel livre, parce que je l'avais recommandé, notamment les livres de Marie Scondé, qui est mon autrice préférée. Et c'est de permettre, essayer en tout cas de faire découvrir un peu plus la littérature afro-caribéenne et notamment la littérature antillaise, parce que du coup, moi, je suis antillaise. Et pour moi, c'était un peu normal de lire de la littérature antillaise, vu que j'ai grandi là-bas et que dès l'école, en fait, on lisait de la littérature antillaise. Et ici, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque. Et quand j'allais dans les librairies, c'était pas du tout comme aux Antilles où on avait tous les livres de Chamoiseau, de Condé, de tout le monde dans les rayons de manière accessible. Et là, en fait, fallait souvent se baisser, aller tout au fond des rayons. C'était classé dans des classements improbables, littérature monde, ou alors parfois la littérature antillaise est classée dans la littérature africaine, alors que c'est pas, même si culturellement il y a certaines similitudes et on a des racines communes forcément, puisqu'on vient, une partie du peuple antillais a des ancêtres africains, mais c'est pas le même endroit du globe quand même. Mm. Donc il y a quand même un souci, ça montre la totale. Les gens s'en fichent un petit peu, j'ai l'impression, mais bon, je vois que les choses sont quand même en train de changer et d'évoluer. Donc, je suis contente et moi, je me vois comme quelqu'un qui participe à ma petite échelle. Je fais ma petite part du colibri dans tout ça, mais qui participe à la mise en lumière de cette littérature. Mm. Ouais, bah, c'est toujours ça. De toute façon, on va pas. Il n'y a pas une personne qui va réussir à révolutionner le monde. Je pense que faut s'y mettre à plusieurs. Enfin, Puis il y a plein d'autres contes aussi qui parlent de littérature antillaise, de littérature africaine. Donc c'est bien parce que tous ensemble, on est en train de mettre cette littérature sur le devant de la scène. Donc c'est génial. ouais. Mais j'espère que ça perdurera et que ça évoluera Ouais. dans le positif. Est-ce que tu as t'as pu participer à des événements littéraires depuis que tu es sur les réseaux ou même avant? Oui, depuis que je suis sur les réseaux, j'ai pu participer à des rencontres organisées notamment par Delhi. Elle a le compte Overbooké. Et c'est super, elle organise des clubs de lecture dans lesquels elle invite les auteurs. Donc en fait, c'est vachement sympa parce que enfin, j'avais été notamment quand il y avait Some Boy d'Histoire crépue.
et Ah, qui était là. Et c'était super parce qu'on pouvait échanger avec l'auteur. Il a écrit de la violence coloniale dans l'espace public. Et c'était vraiment super d'échanger avec lui. J'avais participé aussi à une rencontre organisée par Laurie qui avait fait un swap de l'automne. Donc, non, c'était un swap de l'automne ou je sais plus ce que c'était. Oui, c'était un swap de l'automne. Et en fait, on devait s'échanger des lectures. Et c'était très sympa. J'avais aussi organisé un petit book club où on avait lu tout ensemble un livre et on s'était retrouvés dans un café. Donc oui, j'ai pu participer quand même, rencontrer des gens. C'est toujours sympa de les rencontrer dans la vraie vie, des gens à qui on parle sur les réseaux. Donc ouais, j'ai eu l'occasion grâce justement à Instagram. ouais, ça permet de mettre, enfin, de rencontrer, on va dire en vrai, enfin, Oui, voir la personne visuellement, oui, c'est toujours mieux que derrière un pseudo ou un logo. oui. Et sinon, pour en venir à ton rapport à la lecture, est-ce que tu as un genre de prédilection? Pas vraiment parce que je lis vraiment un peu de tout. Je lis beaucoup. Alors au début, je lisais beaucoup de classiques français et anglais. J'aime beaucoup. Enfin, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Mais je lis aussi beaucoup de classiques. Enfin, je reste dans les classiques, on va dire. J'aime beaucoup les classiques de la littérature africaine et les classiques de la littérature antillaise. Sinon, ça va être beaucoup de contemporains aussi. Et ouais, je lis alors, les dystopies, j'aime beaucoup aussi. Et le seul type de lecture que je n'aime plus trop, j'ai vraiment un peu plus de mal, c'est tout ce qui est littérature young adulte. Euh, D'accord. la romance aussi, j'ai un peu de mal. Vraiment, je sais pas, je trouve toujours, enfin, sauf à certaines périodes, par exemple à Noël, ça me dérange pas de lire une petite romance, comme c'est la période où on regarde un peu les films de Noël, voilà. Pour te mettre dans l'ambiance, mais sinon, c'est Ouais, pas quelque mais chose sur sinon, lequel tu... voilà. Et beaucoup d'essais aussi. Des essais antiracistes, antiracisme, sur l'écologie, des essais aussi un peu plus scientifiques, j'aime bien aussi. Donc vraiment, je lis de tout. Ok. Et ouais, puisque tu disais que tu avais passé une majeure partie de ta vie en Guadeloupe, est-ce que tu as toujours eu un attrait pour la lecture là-bas? Et est-ce que c'est quelque chose auquel on t'a initié dans ton entourage ou... Oui, alors en fait, c'est moi la lecture, mes parents ne lisent pas beaucoup. Ils sont pas trop lecture, mais par contre, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère pendant assez longtemps, puisque elle a vécu jusqu'à ses 100 ans, donc j'ai pu la connaître quand même très longtemps. Et en fait, c'est elle qui m'a vraiment initiée à la lecture, c'est elle qui m'a appris à lire. Elle me gardait beaucoup quand j'étais petite. Elle était passionnée de livres. Vers la fin de sa vie, elle voyait plus, enfin, elle était devenue aveugle et pourtant, elle voulait toujours avoir des livres près d'elle. Il fallait toujours qu'elle ait des livres près d'elle, même si elle ne pouvait pas les lire, il fallait lui mettre des livres à côté. Donc, c'est vraiment elle qui m'a donné cette passion des livres. Et oui, j'ai toujours lu beaucoup. Enfin, même quand j'étais en cours, je mettais ma petite méthode de mettre mon livre de maths devant et en fait, je mettais un livre à l'intérieur pour lire pendant les cours. Donc, oui. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie. Et Oui. je voulais aussi te demander, parce que tu mentionnais le fait que quand tu étais en Guadeloupe, tu avais plus accès aux ouvrages donc antillais ou afro-descendants ou de la diaspora africaine. Et du coup, comment tu as pu pallier à cette absence en arrivant en France? Est-ce que t'as dû faire tes recherches par toi-même et ensuite aller en librairie les chercher ou les commander? Enfin, comment t'as pu, déjà, comment tu as vécu? Parce que ça a dû te faire peut-être bizarre, c'est quelque chose auquel tu t'attendais pas, enfin, je sais pas. Et comment t'as pallié au problème, entre guillemets?
Oui, j'ai trouvé ça un peu au début. Bon, je m'attendais pas à avoir des grands rayons entiers dédiés à la littérature antillaise à la Fnac parce que on est en France, en métropole, c'est pas ce que la majorité des gens lisent, donc Mm. c'est un peu logique, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi relégué de côté. Ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est qu'on classait pas du tout la littérature antillaise au sein de la littérature française, comme si les auteurs antillais n'étaient pas français. Et je prends l'exemple de Maryse Condé parce que c'est l'exemple le plus parlant, qui est très très peu connu et étudié en France métropolitaine. Enfin, ça, c'est en train de changer puisque maintenant il y a des collèges qui portent son nom et quand même ça change un peu. Mm. Mais c'est, elle est très peu connue alors qu'aux États-Unis, elle est quand même, elle était professeure à Columbia University, donc c'est quand même quelque chose. Elle a inspiré énormément de monde là-bas. Et ici, on la connaît à peine. Elle a eu aussi le prix Nobel alternatif de la littérature. Donc c'est plutôt ça, ce côté un peu comme une sorte de mépris des productions qui viennent des Antilles. En fait, les Antilles, on réduit ça toujours. C'est la plage, le zouk, Francky Vincent, Zouké Zouké, Tiponche, Mm. et c'est tout. Et c'est un peu, ça s'est un peu inscrit avec ce que j'ai vu ici, la manière dont les Antillais étaient considérés ici. Donc pour pallier à ça, bon, j'ai la chance d'y aller assez souvent. Donc, j'achète mes livres là-bas. J'ai aussi D'accord. des valises pleines de livres. Et ici, il y a quand même, il y a Présence africaine, qui est une institution à Paris, où là, on peut tout trouver là-bas. Et il y a aussi la librairie Calypso maintenant. Oui, ouais, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais. Mm. Est-ce que tu peux recommander des lectures par rapport à tes différents genres de prédilection, que ce soit essai ou historique ou comme tu veux, ta carte libre. En essai, un essai qui m'a vraiment bien parlé et qui fait écho un peu à ce que je disais au début par rapport au fait de ne pas répondre à tous les commentaires, c'est l'essai de Reni Eddo-Lodge. C'est Why I'm Not Longer Talking About Race with White People. Je l'ai peut-être quelque part, mais bon, je sais plus où je l'ai mis dans toute ma bibliothèque. Et en gros, c'est un essai, je crois que en français, il a été traduit par Le racisme est un problème de blanc, sûrement. Mais en gros, le titre anglais était beaucoup plus parlant. C'est pourquoi je ne parle pas de race avec les blancs. C'est un essai qui... Le titre est volontairement provocateur, mais je trouve que, enfin, elle a vraiment tout dit dans cet essai. Elle a analysé pas mal de points. Et moi, en fait, ça m'a parlé. Et c'est pour ça qu'en fait, je j'ai pas envie de débattre parfois avec des personnes qui ne comprennent pas. Et c'est pas seulement dans la sphère aussi antiraciste. De l'autre côté, dans la sphère aussi progressiste, il y a aussi des excès, de plus en plus d'excès en ce moment. Et j'ai pas envie de parler avec ces gens-là non plus, en fait. D'accord. Donc, et du coup, il y a ça. Dans les dystopies, donc c'est un classique, mais c'est vraiment je trouve que il est très, très marquant de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est 1984 de George Orwell. Ah, oui, j'en ai entendu parler. Je connais l'auteur de nom, mais j'ai pas encore lu. Bah, ça fait assez peur parce qu'il a écrit, je crois que c'était en 1949. Il est sorti en 1949, je crois, hein, au niveau de la date. Et en fait, il décrit une société futuriste, la société de 1984. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la surveillance de masse, avec le contrôle aussi du langage aussi. C'est très intéressant. Enfin, il y a plein, plein de choses à dire dessus. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, donc voilà, je vais Ok. abréger. Mais j'avais écrit un petit article sur mon blog dessus. Sinon, après, en littérature antillaise, un classique pour découvrir Maryse Condé, ce serait Moi Tituba sorcière
où là, elle retrace l'histoire de Tituba qui a été jugée lors du procès des sorcières de Salem. Et voilà, après, j'en ai plein d'autres, mais ça va Oui, être trop long sinon, je pense. merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets en cours par rapport liés à tes plateformes ou même à ton métier comme tu le mentionnais euh, au début de l'interview? Oui, bah, du coup, en projet professionnel, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir me mettre, exercer la profession d'avocat à mon compte. Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre parce que c'est pas forcément évident. Et vraiment m'axer sur la défense des auteurs et des artistes aussi. Et, sur mes plateformes de contenu, c'est vraiment de développer plus ma chaîne YouTube, être plus assidue parce que c'est vraiment pas facile de trouver le temps de tourner les vidéos, faire le montage et tout ça. Mm. Et aussi sur mon blog, pouvoir continuer à écrire des articles. J'ai plein d'articles que j'aimerais écrire. Ça fait un moment que ça traîne. Donc j'aimerais quand même être un peu plus assidue sur cette plateforme. Ça marche. Ouais. Bah, peut-être que ouais, c'est vrai que le métier d'avocat, il doit être quand même assez prenant. Enfin, j'ai pas vraiment j'arrive pas trop à me représenter en termes de volume horaire, la charge que ça représente. Donc, peut-être que faire toutes tes activités à côté, ça demande une implication ouais, supplémentaire. Est-ce que tu as des questions me concernant? Est-ce que tu as des points que tu voudrais aborder? Soit me concernant ou te Oui. concernant que tu n'as pas pu évoquer. Oui, je voulais savoir, bah, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de lancer ce podcast, Un lectorat minoré? Oui. Alors, c'est parti. Alors, à la base, je suis consommatrice de podcasts depuis 2018 à peu près. Euh, enfin, j'en consommais de tous les domaines. Ça pouvait être la musique, les témoignages. Enfin, j'adorais en fait, enfin, j'adore écouter parler les gens pendant sur des longs formats. Et après, plus spécifiquement, quand j'ai commencé un peu à proposer du contenu littéraire sur les réseaux, bah, en suivant plusieurs comptes, dont le tien, puis tous les comptes que tu as cités, et d'autres personnes, je me suis rendu compte que bah, il y avait aussi un réel problème de représentation et qui s'arrêtait pas forcément au monde du livre, mais qui se répercutait aussi dans ma vie bah, personnelle et professionnelle. Et en étant sur ces plateformes-là, j'ai pu mettre des mots sur tout ce qui m'était arrivé dans ma vie. Et suite à un événement, j'ai un peu transposé, enfin, j'ai pas transposé, j'ai un peu, comment dire, à partir d'un événement négatif, entre guillemets, lié à l'antiracisme, etc., j'ai créé ce podcast Un lectorat minoré. Enfin, parce que quand tu as un truc qui t'arrive, Oui. tu ressasses un peu, tu cogites. C'était pas forcément lié à la littérature, pas du tout, mais je sais pas, je me suis dit, bah, autant en parler avec les gens et parler de ma passion et parler avec des gens qui me ressemblent, qui partagent à peu près les mêmes valeurs que moi, même si je connais pas forcément les gens personnellement. Mais bon, tu le remarques assez vite quand même. Donc voilà. C'est aussi un moyen pour moi bah, d'en apprendre un peu plus sur les personnes que je suis au quotidien. Parce qu'au final, j'en sais pas grand-chose à part deux, trois publications. Tu n'en apprends pas énormément sur les gens. Bon, tu me diras en une heure non plus, mais bon, ça te donne quand même un aperçu. Et ouais, c'est un moyen pour moi aussi de proposer des alternatives à, à tout ce qu'on peut voir bah, dans la blogosphère littéraire. Mm. Parce que je sais pertinemment que en étant issu de communautés marginalisées, en étant des femmes ou des minorités de genre et en étant racisées,
on sera beaucoup moins exposé et beaucoup moins visible dans la sphère littéraire. Et donc, c'est un moyen pour moi de proposer aux gens des profils, on va dire, de tout horizon et montrer que on est tous liés par une passion, mais on a tous et toutes des parcours différents et que ouais, c'est important de s'écouter. Voilà. Et c'est bien parce que d'un événement, au final, négatif, tu l'as transformé en quelque chose de vraiment bien. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau des questions des minorités, c'est marrant parce que moi, vu que j'ai grandi en Guadeloupe Oui, pendant longtemps, j'étais pas du tout, je me sentais pas du tout en tant qu'une minorité puisque j'étais dans la majorité. Et je me rends compte maintenant à quel point ça a été vraiment quelque chose vraiment que je fais partie des personnes privilégiées parce que j'ai grandi entourée de personnes qui me ressemblent et à aucun moment je me suis sentie la minorité. Ma mère, qui elle est une femme blanche, elle était toujours minoritaire dans la famille de mon père, dans les endroits qu'on fréquentait. C'était la, la seule femme blanche du lieu. Mais et du coup, c'est vrai que c'est en arrivant à Paris que je me suis rendue, enfin, que les choses se sont un peu inversées. Mais en même temps, vu qu'on n'a pas subi tout, même si aux Antilles, il y a aussi beaucoup de racisme lié à l'histoire, voilà, qu'on se traîne aussi comme ça, mais j'ai l'impression qu'on le subit de manière moins forte qu'ici. C'est très bizarre. Ouais, je pense. Ouais, c'est très... Ouais. C'est vrai qu'ici, c'est pas forcément exacerbé, mais c'est plus subtil. Exactement. C'est très, très subtil, c'est très... Et au final, aux Antilles, ça va plutôt être frontal. Ça va être vraiment des questions de racisme direct. Et moi, je me rappelle que j'avais été chez une amie, à l'époque, j'avais une amie qui était blanche et qui, son frère, un jour a dit, je veux pas devant moi, enfin, il a appelé dans la chambre, il a dit, je veux pas de noir à la maison. Et au début, j'avais pas trop compris qu'on parlait de moi en plus. J'étais tellement loin de tout ça, j'avais pas compris. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais ici, c'est vraiment différent et je comprends que ce besoin, en fait, de trouver de la représentation, de s'exprimer, et ce que j'avais pas forcément besoin. Et je pense que les gens, quand ils grandissent en étant dans la majorité, on va dire, n'ont pas les mêmes besoins. Et du coup, on arrive aussi ici avec plus de confiance en nous. Et après, il faut faire attention à ce que la société d'ici ne nous casse pas notre confiance en nous qu'on a eu là-bas. Pour moi, par exemple, la question les femmes noires sont belles, les hommes noirs sont beaux, pour moi, c'est évident en fait. Il n'y a même pas besoin de... Oui, oui. Tous Ouais, les c'est vrai femmes que antillaises, elles sont très apprêtées. Voilà, mon père, c'est un homme, il est noir, il est dark skin. Tous les jours, il se regarde dans le miroir et il dit qu'il est magnifique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'aime énormément. tant mieux. Il s'adore, mon père, vraiment. Donc bref, du coup, pour moi, c'est logique. Et quand j'arrive ici et que j'entends des gens qui sont soi-disant pas racistes et qui disent il est beau pour un noir, elle est belle pour une noire, pour moi, c'est un peu. Je me dis, mais on n'est pas dans le même monde en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que tout dépend du point de vue, enfin, du contexte dans lequel tu grandis. C'est vrai que si tu as déjà comment dire, les armes et les réponses pour pallier justement aux remarques, aux micro-agressions, au racisme, c'est toujours mieux. Mais... Après, ça reste compliqué, hein, vraiment, même Oui, si oui. on a grandi dans ce contexte-là, quand on arrive. Moi, je suis arrivée dans la fac la plus raciste de France, Assas. Ah oui, la Sorbonne, c'est ça? Non, c'est Panthéon-Assas, en fait. C'est Panthéon, ok. C'est une fac de droit. En fait, c'est la fac de... j'ai passé le barreau. J'ai repassé la même année que Marion Maréchal Le Pen, en fait. Ah d'accord, en fait. Et le président d'honneur d'une des associations de ma fac, c'était Jean-Marie Le Pen.
Donc, pour dire le contexte dans lequel j'ai vécu. Mais je ne savais pas, enfin, si je savais, je ne serais jamais allée là. Mais c'était, voilà, c'était très. Il y avait les membres, il y a un groupuscule qui s'appelle le GUD, qui distribue parfois des tracts dans cette fac. Et moi, un jour, on m'a donné un tract. En plus, le pire, c'est que j'ai dit merci, pas de souci. Et en fait, dans ce tract, il y avait marqué quand même que le métissage, stop au métissage, ce mélange grisâtre qui détruit nos populations. Donc, c'est vrai que ça fait un certain choc, mais bon, après, c'est la société telle qu'elle est et il faut lutter contre ça comme on peut. Ouais, il faut trouver des gens. Après, c'est pas toujours facile. Parce que moi, comme j'ai grandi, enfin, à part dans ma famille, j'ai jamais été dans des environnements où j'étais en majorité en tant que femme noire. Ah Du ouais. coup, c'est un peu compliqué des fois de faire comprendre aux gens certaines choses. Enfin, t'as un peu l'impression de parler d'autres langues ou je Ouais, sais c'est pas. ça. T'es pas, enfin, je pense qu'on perçoit pas tes propos tels qu'ils devraient être compris. Ouais. Et c'est très compliqué, surtout quand tu es toute seule et que tu dois te défendre. C'est épuisant. Je Ouais. ne sais pas si toi, tu continues à t'expliquer avec les gens ou. Non, j'ai arrêté. Ben, en fait, plus je vieillis, moi je coupe les ponts. Enfin, j'arrête. Franchement, flemme. Ouais, c'est ça. C'est bon, je suis pas prof d'histoire. Voilà, c'est ça. On n'est pas payé pour ça aussi, franchement. Voilà. Non, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Oui. On va passer aux recommandations. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur ce podcast? Oui, j'en vois deux et je ne crois pas que tu les aies reçus. Alors, il y a Daily de Overbooké. Je ne sais pas, il me semble pas que tu l'aies reçu. Non, je la suis Et, assidûment sur les réseaux. J'ai pas encore eu l'occasion de la retrouver. elle organise pas mal d'événements. Là, elle a organisé un festival qui s'appelait, je crois, Read and Shine. C'était vachement bien. Enfin, je suis pas allée, mais j'ai suivi tout en story parce que j'étais pas à Paris quand il a eu lieu. Et elle reçoit plein d'invités. Il y a la maison d'édition Paola Anacaona, qui publie plein de livres qui sont super, qu'on trouve que dans sa maison d'édition. Et je vois bien aussi La Fleur Curieuse. Donc son compte Instagram s'appelle La Fleur Curieuse, c'est Valérie Rodney. Et en fait, elle a commencé en parlant un peu de magico-religieux, en fait, sur Instagram. Et elle a publié des livres qui s'appellent Parole pour Maquerelle. Et c'est super drôle, en fait, ce sont des petits contes antillais. Et elle s'inspire beaucoup du folklore antillais, c'est super drôle. C'est une Martiniquaise, donc D'accord. je pense à ces deux personnes-là. Ouais, merci beaucoup pour tes recommandations. De Euh, rien. je connaissais Daily, mais pas Valérie Rodney. Donc, à voir. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Lectrice des îles, sur mon blog, donc c'est lectricedesiles.com, et sur YouTube, c'est aussi Lectrice des îles. Donc c'est assez simple, hein. C'est le même nom partout. Ok, merci. Je rappellerai de toute manière les pseudos en description. Écoute, Kelly, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce Merci. podcast. Merci d'avoir consacré un peu de ton temps pour parler de lecture. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais un podcast? Un podcast, oui. J'avais déjà fait une interview, mais il y a longtemps. D'accord. Ok. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup.